Ok, c'est l'heure du React, c'est le moment de l'interview politique. C'est un de nos sujets, c'est un de nos trucs phares. React des interviews politiques, c'est un de nos contenus phares. Je cherchais mes mots. Et cette fois-ci, on va regarder quelqu'un que vous aimez probablement très bien, un certain Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, n'est-ce pas, et excellent orateur et stratège. Voilà. Et bien, figurez-vous que Manuel Bompard, ce matin, il était invité d'Apolline de Malherbe sur BFM RMC, bien sûr. Apolline de Malherbe qui a l'air de bonne humeur aujourd'hui. Elle va interviewer Bompard. Moi aussi, si je devais interviewer Bompard, ça me mettrait de bonne humeur. Je comprends. Et voilà, donc il y aura deux sujets, il me semble, dans l'interview. Le narcotrafic et la lutte contre l'insécurité, la DZ Mafia, tout ça, tout ça. Et ensuite le budget. On a déjà parlé un peu du budget, mais là j'aimerais bien savoir justement un peu ce que LFI, à travers Manuel Bompard, a à dire sur le budget et la séquence budgétaire. Donc on verra, on va voir ce qui se passe, mais en tout cas c'est parti. Apolline de Malherbe versus Manuel Bompard, on y va. Il est 8h29 sur RMC et BFM TV. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci d'être Bonjour. dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes Alors pour ceux qui regardent, excusez-moi, pour ceux qui regardent la VOD YouTube, j'ai un poulet au curry à terminer que j'ai pas tout à fait fini de manger. Donc je vais mâcher dans les oreilles, mais vraiment 1 minute 30, pas plus, après on est bon. le coordinateur de la France Insoumise. Vous êtes vous-même député LFI des Bouches-du-Rhône. Le budget qui repart à zéro quasiment et puis qui de toute façon a très peu de chances d'être adopté. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vous pose la question dans un instant, mais je voudrais d'abord vous interroger. Il est 8h29 au moment où on se parle. Vraisemblablement se trouve dans la nature l'un des détenus considérés comme les plus dangereux de France. Ils sont 100 à avoir été placés dans la prison de haute sécurité de Vendin-le-Viel. Le chef d'établissement avait dit non pour cette autorisation de sortir. Le parquet avait dit non. Et pourtant, le juge d'application des peines a accordé cette permission de sortir. Il va traverser la France sans... J'ai rien suivi à cette histoire. Il se passe quoi? Il y a un prisonnier dangereux qui est transféré quelque part? J'ai vraiment pas suivi. escorte, avec un dispositif finalement décidé, semble-t-il, un peu à la dernière minute et en totale liberté. Est-ce que vous estimez que c'est normal? Écoutez, je comprends qu'on puisse se poser la question, évidemment, puisqu'on a dit c'est l'un des détenus les plus dangereux de France. Après, vous l'avez dit vous-même. Top 7 des détenus les plus dangereux de France. Top 7, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a été mis en prison pour association de malfaiteurs. Il est très dangereux. Il a écrit un livre en 20 jours avec ChatGPT. Top 1. Favé. Non, en vrai, c'est un peu has-been de dire top 1 Favé. Hein. C'est des blagues d'un autre temps. Les blagues les plus courtes sont les meilleures. Bon, merci en tout cas Marie Guyot pour les 11e mois. Je comprends rien à cette affaire, j'ai pas suivi. Par contre, je comprends l'argent, ça. L'argent n'a pas de... Ça, je comprends. Merci beaucoup. Il n'y a pas seulement un juge, d'ailleurs, il y a 2 juges qui ont considéré qu'on devait travailler les conditions de sa réinsertion, puisque sa peine, elle va expirer un jour, il n'est pas condamné à vie, et que je pense que c'est légitime de se poser la question de savoir comment on travaille pour que la réinsertion, elle se fasse dans les meilleures conditions. Et je crois que je comprends que les gens puissent se poser des questions, mais je pense qu'ils peuvent comprendre qu'on a plutôt intérêt que quand un détenu est libéré, eh ben, on fasse en sorte qu'il soit pas tout seul dans la nature, précisément, et qu'on ait créé les conditions pour qu'il puisse avoir un retour dans la société. Bah ouais. Mais attends, non, c'est pas le discours qu'il faut avoir, c'est le détenu le plus dangereux de France. Donc ça veut dire que, non, parler de réinsertion par rapport à des profils comme ça, c'est pas dans l'air du temps, Manuel Bompard. C'est pas un discours qui porte. Faut plutôt parler de le mettre dans une geôle jusqu'à la fin de ses jours pour donner l'exemple. C'est plus ça qui est dans l'air du temps. Le discours sécuritaire, tout ça. Non, il a pas lu le mémo. Aïe. Imaginer les choses différemment. Est-ce que cette décision est encore en adéquation? Il a fait quoi le type? Bonne question. Là, on s'en bat les couilles. Là, c'est voilà, on a désigné. Je sais pas qui c'est. Ça se trouve c'est vraiment un immense zinzin. Mais là, peu importe en fait. Peu importe ce qui se passe. C'est le détenu le plus dangereux de France et il est au cœur d'un discours médiatique comme quoi c'est honteux et que la justice laxiste va le relâcher dans la nature pour qu'il tue des Français. Voilà. Là, c'est devenu comment dire? C'est devenu le personnage d'un narratif médiatique. En vrai, la plupart des gens qui ont en parlé dans les médias ne savent pas ce qu'il a fait. Trafic de drogue, oui, voilà, des trucs comme ça. Je sais pas exactement ce qu'il a fait. Et après, si on veut vraiment avoir une réflexion intéressante sur la réinsertion, sur le narcotrafic, etc., c'est pas en relayant les éléments de la droite qui prennent des gens juste pour dire justice laxiste, c'est pas normal que la justice soit aussi laxiste. C'est pas comme ça qu'on peut bien aborder les débats de la réinsertion pour des personnes qui ont purgé leur peine, quoi. On veut genre savoir ce qu'il a fait ou pas savoir ce qu'il a fait. De toute manière, tout ça est débattu d'une manière qui fait que c'est presque pas important en fait. C'est presque pas important. Il est utilisé par la droite pour pousser ce narratif de justice laxiste. Et en gros, quand Apolline de Malherbe pose la question à Manuel Bompard, c'est ça en gros. C'est en mode genre, alors vous êtes pour la justice laxiste ou vous êtes pas pour la justice laxiste? Je veux dire,
Manuel Bompard essaye de parler de réinsertion, ce genre de choses, mais c'est pas la question en fait. Tout le monde s'en bat les couilles de ce qu'il a fait. Là, c'est juste pour créer un moment narratif de dire alors il y a les laxistes et il y a les pas laxistes, quoi. Voilà. La création de cette prison de haute sécurité, c'est-à-dire le contraste va être assez saisissant. Dans la prison, il est sous haute surveillance 24 heures sur 24, il n'a pas le droit à un téléphone portable, et là, toute la journée, il peut utiliser le téléphone de sa femme, passer tous les coups de fil qu'il veut, se promener dans le TGV et être au milieu des gens. Écoutez, après, franchement, je pense qu'il faut pas non plus faire croire que parce que cette personne aujourd'hui va pouvoir faire, si j'ai bien compris, un entretien d'embauche dans la région lyonnaise, qu'il va pouvoir faire ce qu'il veut et qu'il va y avoir personne qui le surveille, etc. Ça, c'est pas vrai. Il n'aura pas d'escorte à proprement parler. Il n'y aura personne autour de lui officiellement. D'accord, mais vous savez, y compris dans des prisons qui ne sont pas dites prisons haute sécurité, par exemple, les conversations téléphoniques, elles sont surveillées. Donc, ne faisons pas croire aux gens qu'il va pouvoir passer des consignes, je ne sais quoi. Je le souhaite, oui. Il est quand même surveillé ? Mais évidemment, je le souhaite. Et je crois que, sincèrement, c'est le cas. Maintenant, il y a une procédure judiciaire, elle a été respectée à la lettre. Mais c'est justement pour ça qu'on te pose la question, Manuel Bompard. Voyons, justice laxiste. Est-ce que le problème de la police, ça serait pas la justice ? Tout ça correspond à ce narratif de con de la droite et de l'extrême droite de dire la justice est trop laxiste dans ce pays. Quand c'est la 3e fois qu'un individu se retrouve face au tribunal, il devrait être jugé pour l'ensemble de son œuvre. C'est tout ce discours de con là. De dire regardez, il y a trop de délinquance, il y a trop de problèmes en France, et il faut les foutre au pain sec et à l'eau dans des geôles et puis ça réglera tous les soucis. Mais regardez, on libère des criminels pendant que nos SDF français crèvent de faim dans la rue. C'est ce discours de réac de merde qui mène nulle part et qui est complètement déconnecté des réalités de ce que c'est que l'institution carcérale et que la justice dans ce pays, quoi. Donc là, en fait, remettre un peu de bon sens là-dedans et prendre de la hauteur, c'est ce qu'il faut faire. Emmanuel Bompard le fait très bien. Mais en vérité, ce qui se trame derrière ce petit bout d'interview, c'est alors vous aussi, vous êtes pour la justice laxiste ou pas ? Normalement, on est pour la réinsertion des personnes qui ont purgé leur peine de prison à minima. C'est pas très radical que de dire ça. Dire la prison, au bout du chemin de la prison, il doit y avoir la réinsertion et c'est normal. Tenir un discours comme ça ne devrait même pas être un discours de gauche tant que ça devrait être un discours logique. L'existence de la prison comme institution de contrôle social se justifie par le fait qu'à la fin de la case prison, il est censé y avoir la case réinsertion. Et là, pourtant, l'idée même de réinsertion, quelqu'un qui fait un voyage en train pour aller faire un entretien d'embauche, c'est considéré comme de la justice laxiste. Donc on voit bien que personne n'en a, que la droite s'en bat les couilles de ce qu'est censé faire la prison dans la société. Pour eux, c'est avant tout un outil de contrôle social. Il faut mettre les méchants en prison et puis voilà, qu'on n'est pas... C'est très vite la justice laxiste, qu'on ne la laisse pas croupir en tôle pour l'éternité, quoi. Donc force à Manuel Bompard d'essayer de remettre un petit peu, de reparler de réinsertion, de remettre un peu de hauteur de vue par rapport à tout ça. Mais là, on voit très bien ce qui se trame derrière la séquence. C'est Apolline de Malherbe qui est en mode genre alors justice laxiste ou non ? C'est ça le débat qu'ils veulent nous imposer, alors que c'est bien plus complexe que ça en réalité. Voilà. Et encore une fois, je sais que l'idée qu'on veut faire paraître, c'est que finalement, il faudrait que les gens soient en prison tout le temps. Bah non, mais les gens, ils ont une peine avec une durée, j'entends dans le débat public, et le principe de la prison, c'est quand même de travailler les... Bref, vous bannissez vraiment facilement MDR. Attends, regarde ce Cadence. Regarde ce que je vais faire. Vous bannissez vraiment facilement. Hop là, t'es banni. À vie. Tribunal des bannis, si tu veux. Encore une fois, je leur dis, les mecs qui n'ont jamais parlé une seule seconde sur le chat, qui arrivent et qui sont en mode genre pourquoi tu veux pas répondre à ma question ? Et allez vous faire enculer en fait, il y a 1000 personnes sur le chat, j'ai autre chose à foutre que de regarder le moindre petit bébé cadom qui arrive, pose des questions qui n'ont rien à voir avec leur acte et dit mais vous êtes déconnectés là, vous faites les malins derrière vos PC, réponds à ma question. T'es pas le personnage principal de ce stream, donc je te propose d'aller te faire enculer. Voilà. En toute. Non, pas non. Je retire ce que j'ai dit, c'est un peu gentil. Je te propose d'aller croupir dans les geôles fascistes, fascisme rouge, mais tu peux quand même répondre, tu peux quand même faire une demande de débannissement qu'on pourra traiter en tribunal des bannis. Mais ça commence à me saouler en fait. Genre j'ai 1500 heures de live dans les pattes où je parle devant des centaines et des centaines de personnes. Il y a 1000 personnes différentes qui parlent sur le chat chaque jour. Donc les gens qui arrivent et qui sont en mode genre mais j'essaye d'imposer mon narratif sur un chat Twitch. Mais vous faites pas ça en fait. C'est mon chat Twitch. J'ai envie de parler avec des gens avec qui j'ai envie de parler. Je ne suis pas à votre disposition pour répondre au moindre de vos questions. Surtout qu'on n'avait jamais participé au chat et que vous arrivez juste pour dire mais tu penses quoi des Arabes qui font du crime ? Allez vous faire enculer au bout d'un moment. Voilà. Condition d'une réinsertion, de faire en sorte que les gens, quand ils sortent, ils n'ont... Des gros bébés cadom. Trouvez des streamers de droite avec qui devenir copains, en fait. Vous êtes cons ou quoi ? Recommence pas. Et pour qu'ils ne recommencent pas, il faut travailler pour que cette réinsertion permette par exemple aux gens d'avoir un emploi. La question de la cohérence, c'est-à-dire que par exemple, Monsieur Darmanin, par exemple, je sais pas vous, mais la plupart des entretiens d'embauche maintenant peuvent aussi se faire en visio. C'est vrai, on aurait peut-être pu imaginer un processus de cette nature. Je sais pas pourquoi il n'a pas été imaginé comme tel. Maintenant, la question de la cohérence, pardon. Rassure-nous, Ribot, tu as mangé je viens de bouffer un poulet au curry avec du riz. Je viens de manger un vrai repas. Hein. Juste que j'avais pris une tranche de pain de mie pour pousser mon poulet comme ça et saucer. Non, j'ai mangé un vrai repas là.
Pas à moi qu'il faut poser cette question, parce que depuis le début, la force politique que je représente, on a dit que c'est cette idée que ces prisons haute sécurité seraient la solution, y compris au problème de la criminalité organisée. C'est une idée qu'on a battue en brèche. D'abord parce que dans les prisons actuelles, même quand elles sont pas haute sécurité, les gens ne font pas ce qu'ils veulent. Deuxièmement, parce que ces prisons de haute sécurité, ça a existé en France jusqu'aux années 80, et que dans les années 80, on a précisément considéré que ce n'était pas efficace parce que ça ne se traduisait pas par un effet positif sur la question de la récidive et de la réitération des faits. Donc là, il y a effectivement c'est toujours pareil, le tout répressif, ça ne fonctionne pas en vrai. Si vraiment on veut freiner la criminalité, le narcotrafic, notamment là on parle pas mal de Marseille, en ce moment, c'est pas uniquement en serrant la vis de la répression que ça va changer quoi que ce soit au fait qu'il y ait des réseaux mafieux. Il y a des raisons beaucoup plus profondes qui sont ancrées là-dedans. Et comment on peut lutter réellement contre le narcotrafic? C'est pas en mettant le premier dealer dans des prisons haute sécurité pour une durée maximum, parce que c'est structurel tout ça. C'est assez bateau ce que je suis en train de dire, mais genre tu fous un mec en prison, il va se faire remplacer le lendemain dans des réseaux mafieux. Le lendemain. Donc si vraiment tu veux démanteler les réseaux mafieux autour desquels se structure le narcotrafic, il faut remonter les réseaux mafieux et aller voir qui est en haut de la pyramide, aller voir les financements de tout ça, de quelle manière est blanchi l'argent, etc. Faire du travail d'enquête, vraiment d'enquête, et pas juste de répression policière bête et méchante où tu vas faire des opérations place nette, aller foutre en tôle 2 ans des mecs qui vendent du shit dans la cage d'escalier, alors qu'il y a alors N+4 qui habite même pas en France, qui est multimillionnaire et qui blanchit tout cet argent qui est dans des réseaux mafieux. Faut remonter le truc du réseau. Si vraiment on veut faire du travail contre le narcotrafic, faut s'en prendre au réseau mafieux. Point. Oui, Sergi Plusman, comme dans The Wire, exactement. À chaque fois que je parle de ça, je parle de The Wire, mais bon, oui, tout à fait. Comment ça va? sens de cohérence, mais ça, c'est en même temps, à bout d'un moment, il n'y a rien d'autre à dire à part ça. Hein. J'ai un peu mon petit discours préfet, mais bon, en même temps, voilà. qu'il faut poser la question. Il dit d'ailleurs lui-même, il reconnaît qu'il y a un trou dans la raquette et qu'il faudra peut-être faire évoluer la loi sur cette oui, partie-là. mais M. Darmanin, là, chez lui, la démagogie n'a pas de limite. C'est-à-dire que dès qu'il y a un sujet, il nous explique que la solution, c'est une proposition de loi. Moi, je pense qu'il devrait faire un peu moins de grandes phrases et de grandes paroles et un peu plus d'actes concrets. Il devrait fermer sa gueule, surtout Darmanin, là. Allez, on devrait le censurer direct, là. Petite censure. Il est plus ministre. Après, c'est en mode genre, je vais devenir candidat à la mairie de Tourcoing. Bah ouais, vas-y, allez. Casse-toi, tu serais député, candidat à la mairie de Tourcoing, je sais pas quoi. Fais ça, mais arrête d'être ministre de la Justice. Par pitié, l'abject et détestable Darmanin, qui en a rien à foutre de quoi que ce soit, à part sa petite carrière minable de suceur de Sarkozy. Genre, il est là quand il parle, on entend. Parce qu'en fait, il y a du sperme de Sarkozy partout dans sa gorge, quoi. Il arrive pas à avaler. Bref. Y compris dans la lutte contre la criminalité organisée, vu les drames qu'on a encore vus ces derniers jours. Vous étiez d'ailleurs samedi à la marche blanche à la mémoire du frère d'Amine Kessassi. Voilà, parce que effectivement, les trucs de narcotrafic, de règlement de compte dans les quartiers à Marseille, etc. Il y a des morts et évidemment qu'on soit de gauche ou de droite, il y a pas à se réjouir de ça. Mais je veux dire, est-ce que faire des opérations place nette, est-ce que Darmanin il a fait quelque chose pour réduire ses règlements de compte et ses fusillades à Marseille? Je crois pas, non. Lui il a rien fait du tout à part faire de la com de merde là-dessus en disant nous allons combattre les méchants et les gentils policiers vont gagner à la fin. Regardez, j'ai mis des gens en prison. Ça ne change rien. T'arrives et tu fais ton beurre sur des populations qui sont parfois effectivement victimes des règlements de compte et des guerres de gang et du narcotrafic. Donc normalement, t'es l'ennemi de tout le monde dans cette histoire. Hein. À part de tes potentiels électeurs que tu espères séduire en ayant un discours de gros doigtard populiste complètement déconnecté des réalités, y compris des réalités policières dans ce pays, quoi. Bref. L'abject Darmanin, hein. On y revient. Hein. Salut Fernel, merci beaucoup pour ton 11e mois, merci. Vous êtes réjoui du fait qu'il y ait beaucoup de monde. Sachant qu'en plus, voilà, les réseaux mafieux et les mafias, historiquement, ils se placent toujours aux côtés des fascistes. Ils ont rien à foutre. Hein. Quand ils peuvent servir de supplétif à un régime autoritaire ou mafieux, ou un régime autoritaire ou fasciste, les mafiosos, ils s'en battent les couilles, ils rejoignent ça. Hein. Ils n'ont pas de velléité politique à faire le bien. Hein. Donc quand les fascistes peuvent se servir d'eux, ils le font. Hein, Miguel ? T'en penses quoi, toi, du narcotrafic à Marseille? Ouais, on pense à rien. Hein. C'est un chat. Il y pense à rien. Mais il est mignon. Bon, allez, bref, on reprend. Vous estimez que les gens étaient au rendez-vous? Que la France est au rendez-vous? J'estime qu'il y avait... Attends, de quoi? Par contre, Ribot, l'autre jour, j'ai entendu à la radio des invités dire qu'il y avait un risque de collusion entre les narcotrafiquants et des candidats aux élections municipales, et j'ai peur qu'ils utilisent cet argument contre LFI. De toute façon, ils risquent d'utiliser cet argument contre LFI parce qu'ils utilisent l'argument contre tout. Il y a un truc de Sébastien Delogu il n'y a pas longtemps, Sébastien Delogu qui est candidat à la mairie de Marseille pour LFI, qui a juste utilisé le terme DZ pour dire les Algériens, SO les Algériens, SO les DZ. Je sais plus comment il a dit exactement. Ils sont en mode DZ, c'est une référence à la DZ Mafia qui tue et pille dans les rues de Marseille. Bah non, c'est une référence à DZ pour dire les Algériens, quoi. Ils sont
complètement zinzin de toute manière. Voilà, ils sont en mode Delogu roule pour la DZ Mafia. Donc la DZ Mafia, c'est un espèce de groupe de narcotrafiquants. Il y a vraiment des trucs de règlement de compte. C'est énervé la DZ Mafia. En vrai, genre, il faut pas. Et c'est vraiment pas. C'est pas des camarades, c'est des réseaux mafieux avec des gens de. Bisous, à bientôt. Avec des gamins de 16 piges qui font des règlements de compte à coups de calache, tu vois. Genre, c'est vraiment. C'est l'enfer ce truc là, quoi. Mais comme il y a DZ dans le titre qui veut dire algérien, et c'est effectivement des gens. C'est lié à des réseaux franco-algériens, etc. Ils sont en mode DZ Mafia, regardez, ce sont des DZ en hommage à la DZ Mafia. C'est vraiment en mode le triangle rouge sur le truc de Mélenchon, c'est un hommage au Hamas là, c'est pareil. Delogu qui utilise le terme DZ pour parler des Algériens, ça y est, c'est la DZ Mafia quoi. C'est toujours pareil avec eux quoi. Bref. Voilà. La population marseillaise qui a été très émue et à juste titre, et je partage cette émotion et je trouve que c'était important que tout le monde soit là. Maintenant, moi, je veux dire que vous savez, en tant que député de Marseille, malheureusement, des marches après des drames liés à la criminalité organisée, j'en ai fait depuis 2 ans, 3 ans, sans doute une dizaine. Et donc, j'espère que ça sera pas juste un moment médiatique avec tout le monde qui se déplace. Mais d'ailleurs, vous dites tout le monde. Bah si, ça va être un moment médiatique. Donc ça, c'est par rapport à comment il s'appelle. Kenassi, son nom de famille. Je me souviens plus de son nom. J'ai suivi de très loin tout ça. J'ai suivi vraiment de très loin, mais oui, il y a eu une histoire de quelqu'un, son frère était mort déjà une première fois, et après il a commencé à émerger comme une figure de. Kessassi, c'est Kessassi son nom de famille. Après il a commencé à émerger comme une figure de gens qui se bat, un des habitants de ces quartiers qui se bat contre les trucs de narcotrafic parce que sa famille a directement été concernée. Amin Kessassi, c'est ça. Et du coup, il y a son frère qui là s'est fait tuer par des réseaux mafieux sur fond de narcotrafic. Du coup, voilà, il y a eu une marche en honneur à ça. Et donc, du coup, lui, il fait partie de ces gens qui, au nom des habitants de ces quartiers qui en peuvent plus de ces règlements de compte, prennent la parole, quoi. Mais est-ce que ces gens-là sont du côté de Darmanin et dire ah, c'est super, il faut serrer la vis, c'est que le problème, c'est la justice laxiste. C'est pas ça le discours qu'ils ont. Eux, ils essayent d'aller trouver des relais politiques. Voilà, c'est Mehdi Kessassi qui s'est fait tuer, c'était le frère de Amin Kessassi. J'ai suivi ça de très loin, quoi. Mais ça serait quoi la politique qui serait à même de répondre aux revendications et aux questionnements de Kessassi et ceux qui représentent? C'est pas la politique de Darmanin de venir faire son beurre, faire sa com, se barrer et que rien ne change, quoi. Évidemment. Et je pense que c'est ce que va dire plus ou moins Bompard après. Tout le monde qui se déplace. Alors oui, il y avait beaucoup de politique. Il faut changer la vie dans ces quartiers-là, donner plus de possibilités aux personnes de travailler et de s'intégrer économiquement dans la société. Ça déjà, ça limitera les logiques de mafia et ça limitera surtout le fait que des réseaux mafieux embauchent des jeunes, parfois des enfants dans ces quartiers-là, premièrement. Et deuxièmement, voilà quoi, il faut faire quelque chose à la racine, et le mal à la racine qui fait que ça soit dans ces populations pauvres, précarisées, sans perspective d'avenir, que le réseau mafieux prospère, et c'est en s'en prenant au fait que ça soit pauvre, précaire et sans perspective d'avenir que les réseaux mafieux prospéreront moins, d'un côté. Et de l'autre côté, si on veut démanteler ces réseaux mafieux, il faut s'en donner les moyens avec du vrai travail d'enquête, d'infiltration, et pas avec des contrôles au faciès toute la journée dans les quartiers dits chauds, quoi. Vous voyez, voilà, donc il y a ces deux choses à faire. Des vraies politiques publiques, d'investir dans ces quartiers, enfin de mettre plus de services publics, etc. dans ces quartiers. Des vraies politiques publiques pour les habitants de ces quartiers et pour ces quartiers, que ça peut passer par des politiques d'urbanisme pour désenclaver certains quartiers et limiter les phénomènes de ghettoisation, tout simplement. Ça peut être aussi des politiques publiques, de services publics, remettre un petit peu de mixité sociale en ouvrant des choses à certains endroits, et aussi faire des politiques de remettre plus de services publics au service des habitants de ces quartiers-là. Premièrement, ça c'est le premier volet. Et sur le volet policier, lutte contre les narcotrafics et les gangs à proprement parler, ok, effectivement, mais à ce moment-là, il faut le faire vraiment en faisant du vrai travail policier d'enquête et pas en faisant de la communication toute pourrave, en disant le problème c'est la justice laxiste et en allant sucer la bite des syndicats Alliance et des fachos dans ce pays comme le fait Darmanin toute la journée, quoi. Voilà. Il y a 2 terrains sur lesquels jouer. Et moi, je reste assez surprise. Il était où, Jul, par exemple? Il était où, Soprano? Ils étaient où? Je sais pas où ils étaient. Peut-être qu'ils étaient là. Mais pourquoi Jul, il est Marseillais, il s'en bat les couilles quand il y a des règlements de compte? Est-ce qu'il ferait pas partie lui-même de la DZ Mafia? Mais ça va, Jul, il fait sa life, on en a rien à branler, quoi. C'est quoi ça? C'était comme la même chose quand il y a eu il y avait un moment, c'était des attentats, il y a eu des attentats djihadistes, je sais plus qui c'était. Il y avait des gens qui étaient en mode genre et Mbappé, pourquoi Mbappé il s'est pas prononcé là-dessus? Mais niquez vos mères à un moment donné. Et Omar Sy, et nanani, et nanana, c'est bon, laissez-les tranquilles, quoi. Et pourquoi Karim Benzema il s'est pas prononcé? Est-ce qu'il serait pas avec les frères musulmans, celui-là? Je dis ça parce que Darmanin lui-même avait dit on connaît tous la proximité de Karim Benzema avec les frères musulmans, quoi. Enfin, genre, c'est. Et ils font ce qu'ils veulent, ça va, c'est un rappeur, il fait ce qu'il veut, quoi. Peut-être qu'il était en studio à enregistrer des morceaux gaze, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous en savez, moi, vous savez. Vous pensez qu'il l'aurait pas dit? Vous les avez vus, vous, en tout J'en cas, sais vous rien, étiez. mais moi, je vais vous dire, j'étais là et j'ai considéré d'ailleurs que la présence, elle nécessitait pas forcément d'en faire des tonnes sur les réseaux sociaux parce qu'il me semble que c'était d'abord un moment Il y a eu une forme de d'hommage. récupération, d'après vous? Franchement, je pense qu'il y a quelques règles à fixer dans le débat politique. La première, c'est qu'on évite de faire des polémiques sur des drames. Donc, voilà, il était où Orelsan pendant les commémorations du débarquement à Caen?
Tout à fait, il était où? Et non, lui, il est blanc, donc ça passe. Tout à fait, c'est bien Sébastien Lecornu en sueur. Hein. Et oui, en tant que personnalité publique de Marseille, t'as pas envie de te mettre la DZ Mafia dans le dos, c'est une question de sécurité. Aussi, hein. Mais c'était pas... C'était pas, comment il s'appelle? C'est pas SCH, du coup, qui a eu des problèmes avec la DZ Mafia? Oui, Jul aussi est blanc, en vrai, j'avoue, ça marche pas ce que tu dis. Jul, il est blanc aussi. Juste que c'est une racaille, quoi. Voilà, il est arabe ou assimilé en tant que racaille. Oui, c'est ça, c'est SCH, il a failli se faire buter par la DZ Mafia. Hein. Il a dû déménager à Paris et tout. Donc il y a aussi ça, quoi. Ils sont où les personnes qui pourraient subir des règlements de compte et se prendre 4 balles de calage dans le torse quand il faut critiquer? Peut-être qu'ils se font discrets et qu'ils essayent de pas se faire tuer aussi, quoi. Aïe, 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 aïe. Ah oui, non, t'avais entendu que Soprano, oui, parce qu'on parlait de Jul et Soprano. Tout à fait, tout à fait. Bref. C'est pas moi qui vais en faire, mais moi j'ai considéré par exemple, et j'étais avec mon collègue Sébastien Delogu, que notre présence, elle était au milieu des Marseillaises et des Marseillais. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on en a fait beaucoup des marches aussi dramatiques, et bien souvent les ministres viennent, et ils font des annonces, et puis quand ils rentrent, Ils ont tué des proches SCH et un truc comme ça. Mais oui, c'est des trucs en mode, c'est vénère de fou, quoi. C'est des vrais gangs avec des logiques comme aux US, quoi. Ça sort les calages comme à Marseille, quoi, comme on dit. Et là, du coup, ouais, SCH, il y a vraiment des proches de lui qui sont fait tuer, je crois. Enfin, c'est vénère, quoi. C'est vraiment vénère. Donc, normalement, on va demander aux habitants de ces quartiers-là c'est bon, fous la paix aux gens, Apolline de Malherbe. Toi, tu vis pas dans les quartiers à Marseille, tu fermes ta gueule, t'as dans le 16e arrondissement, ça va. à Paris, les Dans le annonces... 16e ou je sais pas où, mais elle, c'est une vraie bourge, Apolline de Malherbe, en réalité. Et je dis ça, peu importe. Je dis pas, enfin, pas peu importe, mais je dis pas ça en mode, elle a le droit d'être une bourgeoise. Ok. Ou normalement, il y a des trucs, ferme un peu ta gueule, quoi, voilà. Juste ça. avec eux. Donc moi j'espère que ça va pas juste être un moment et que dans 10 jours, en quelque sorte, la vie va reprendre son cours avec les mêmes drames qui vont se Mais je vous pose poursuivre. quand même la question. Jul, Redouane Bourguin-Rabat, Soprano, des grandes personnalités très écoutées à Marseille. Moi, je les ai pas vus. Je crois pas que vous les ayez vus non Posez-leur plus. la question. Je leur poserai évidemment la question, mais vous C'est trouvez quoi pas en mode, c'est LFI est directement connecté avec Jul et Soprano, quoi? On sait tous que Jul et Soprano sont encartés chez LFI. Pourquoi vous leur avez pas demandé de faire un truc? On sait bien que vous tirez les ficelles, Manuel Bompard, vous, avec la France Insoumise. Pourquoi vous avez pas demandé à vos soldats racailles, de prendre position? Elle insiste en plus, quoi. Oh là là. ça aurait été leur rôle? Ça aurait été leur rôle d'être là? Je vous ai dit, moi, j'ai pas envie de faire de polémique avec qui que ce soit, et je pense que certains ont réagi. C'est vraiment ça, c'est LFI est proche de racailles. Ce sont des racailles de Marseille qui auraient dû se positionner, se désolidariser des autres racailles de Marseille. C'est vraiment ça l'idée. Leur prisme de lecture, c'est tout ça, c'est les racailles. Ils mettent Jul et Soprano dans le même panier que la DZ Mafia, comme quoi ils auraient dû se désolidariser et prendre le lead sur la critique de ça. Alors qu'il n'y a aucun putain de rapport entre Soprano et la DZ Mafia, où c'est un vrai réseau mafieux de mecs dangereux, c'est des gangsters, quoi. Certains, par ailleurs, ont pu prendre la parole. Comme si on demandait à des musiciens de Chicago à l'époque de se désolidariser de Al Capone. Non mais pitié, c'est quoi cette histoire? Forcément être présent à cette marche, mais on a besoin, là où je vous rejoins peut-être dans votre question, on a besoin d'une mobilisation de la société dans toutes ses composantes contre ce drame de la criminalité organisée. On a besoin aussi d'un changement de doctrine politique, voilà, parce que ça fait depuis des mois et des mois qu'on dit qu'on va faire des choses et qu'on ne les fait pas. Donc où sont les effectifs supplémentaires dans la police judiciaire quand vous savez aujourd'hui que vous avez... Ouais, il a dit police judiciaire. Il a regardé The Wire lui aussi. Real police. We need real police. Effectivement. Parce que ça, c'est quand un homme de gauche parle, parfois on se dit oh attends, il est en train de sucer les keufs là, on n'est pas habitués nous autres. Hein. Nous on est des pulapis bêtement anti-flics hein, avec deux de QI. Le cerveau cramé par le shit et la 8-6, du coup flic on est genre la cab. Donc voilà, ça commence la phrase comme ça, on se dit attends. Politique, parce que ça fait depuis des mois et des mois qu'on dit qu'on va faire des choses et qu'on ne les fait pas. Voilà, donc où sont les effectifs supplémentaires dans la police judiciaire? La police quoi? Il veut plus de police? Putain, mais non! La police judiciaire, quand vous savez aujourd'hui que vous avez des départements dans lesquels chaque enquêteur de la police judiciaire a 200 à 300 dossiers sur son bureau. Merci Tiflex pour ton 11e mois. Merci beaucoup. Il y a un mec qui avait une chaîne YouTube où il racontait le lore DZ Mafia crime à Marseille, et bah sa chaîne a disparu du jour au lendemain. Ah ouais, vénère. Hein. Bah ouais, c'est des gangs, hein, c'est logique mafieuse, hein, donc ça rigole app, c'est le moins qu'on puisse dire. Où sont les greffiers? Où sont les éducateurs? Et oui, il y a un truc dont j'ai pas parlé, mais la légalisation du cannabis, tout à fait, pourrait aussi aider à faire diminuer cette criminalité-là, évidemment.
évidemment. Alors qu'eux, ils font tout le contraire, ils sont en mode c'est la faute des consommateurs, la DZ Mafia. Ah oui, donc s'il y a des réseaux mafieux, c'est la faute des consommateurs maintenant. D'ailleurs, les réseaux mafieux, c'est uniquement le cannabis. C'est uniquement le cannabis. Les réseaux mafieux, historiquement aux États-Unis, par exemple, c'est que le cannabis, c'est jamais d'autres trucs, quoi. Non mais pitié, quoi. Pitié. C'est complètement con de dire ça, quoi. Spécialisés dans nos quartiers populaires, où sont les effectifs pour la la protection de la jeunesse, où sont les moyens mis dans la prévention pour faire en sorte que les gens ne tombent pas dans les trafics de drogue. On est bien d'accord que votre candidat à Grenoble a dit ce week-end qu'il n'était pas là pour traquer les dealers, qu'il ne voulait pas traquer les dealers et qu'il ne voulait pas armer la police. Mais c'est pas le Donc là, oui, on parle de Sébastien Delogu. rôle de la police municipale, madame, de traquer les dealers. C'est le rôle de la police nationale. C'est pas le rôle de la police municipale de remonter les réseaux de la criminalité organisée. C'est le rôle de la police judiciaire qui a été très largement Voilà. Ça rejoint tout à fait ce que je disais, incroyable. démantelé. Non, pas à Grenoble. Ah, c'est à Grenoble. Non, pardon, il parlait de Grenoble. J'étais resté sur Marseille. C'est qui à Grenoble, du coup? Je me souviens plus. Il y a François Pickman à Toulouse, Delogu à Marseille, Chikiro à Paris. Je me souviens plus des autres. C'est qui à Greux? C'est qui le candidat de Greux? Chicagreux. Éric Piolle? Éric Piolle, il est pas avec LFI. C'est qui le candidat de Chicagreux? Il n'y a pas des Chicagreux noblois dans le chat? Vous avez vu, je connais le lore. Hein. Chicagreux, les tacos. Ouais. RPZ Grenoble. Voilà. C'est comme quand je parle de Lyon, je suis en mode ah ouais, 6-9 Latrique. Ouais, pète sa mère, hein. Elles sont où mes crapules dépentes? Alan Brunon? Vous connaissez-vous Alan Brunon? Moi je connais pas. Bon, apparemment c'est un islamo-racaille en tout cas, selon Apolline de Malherbe. Bon, okay. Mais Ces quand dernières on est années, candidat par à la réforme Grenoble, de ça la fait police peut-être partie judiciaire. quand même. J'ai jamais été à Non. Grenoble, mais j'aimerais bien aller à Grenoble. Parce que je connais 2-3 personnes à Grenoble que je pourrais capter comme troublante acide. Mais vous savez, les compétences de la police municipale, c'est faire de la tranquillité publique. Sauf si vous êtes en train de m'expliquer que c'est Pour la vous- police pour vous, il municipale n'est qui pas va chasser les souhaitable- réseaux de la Pour vous, il criminalité n'est pas organisée. souhaitable que la. Ah mais non, les poli- pentes c'est à Lyon. Je disais, c'est comme à Lyon. Quand je parle de Lyon, j'ai les 2-3 refs toutes pourries, quoi. Comme quand je dis, ah ouais, Grenoble, je connais bien, ouais. Chicagreux, les tacos, ouais, je connais. En vérité, je connais pas tant que ça, quoi. Donc c'est pareil avec Lyon. Je suis en mode genre, ah ouais, je connais, ouais, Christophe Latric. Voilà, quoi. Bon, bref. Je connais beaucoup mieux Lyon que Grenoble, en tout cas, parce que j'ai déjà été. Que la police municipale de Grenoble soit armée. Mais attendez, contexte après on parlera actuel. de la question de l'armement si vous voulez, mais là on parlait des réseaux de la criminalité organisée. Ce sont des réseaux qui sont des réseaux nationaux, voire internationaux. Mais oui. Vous allez Non, pas... mais ils pensent que la DZ Mafia, ils en ont quelque chose. Ça va changer vraiment leur vie si on donne des tasers à la police municipale. Ils sont un peu au-dessus de ça, la DZ Mafia. Hein. Ils sont dans des trucs un petit peu. C'est un peu trop des gangsters pour la police municipale, déjà de base. Hein. Ils ont pas peur de la mumu, hein, je crois pas. Hein. À me faire croire, madame de Malherbe, que c'est la police municipale de Grenoble qui va lutter contre les réseaux de la criminalité organisée. Bah voilà. Ça, c'est la première chose. Non, ça, on est bien Merci, d'accord. merci. Mais en revanche, le maire a le pouvoir de décider que sa police municipale est armée ou non. Vous avez raison, et moi, je défends avec la France Insoumise l'idée que les armes, elles doivent être réservées à la police nationale, et que la police DZ, ça veut dire algérien. municipale, elle doit avoir un travail, elle doit être À la base, c'est l'indicateur de je sais plus quoi. C'est un truc téléphonique, je crois, à la base des Z, non? C'est un truc postal ou téléphonique, c'est un truc comme ça. En gros, c'est un indicateur où le D et Z. Ça veut dire Jazaïr, mais l'abréviation, ça vient pas d'un truc postal ou téléphonique? Comme CEDEX, mais pour l'Algérie. C'est l'équivalent du point .fr. Ok. déployée sous forme de police de proximité, elle doit avoir un Ah non, travail. c'est pour le web, ok. C'est un point des Z comme Jazaïr. Ok. Alger en arabe et le point des Z pour Internet. Ok. Douarnenez, non, les Bretons dans le chat. Comment vous dites que les Bretons et les Arabes, c'est la même chose? Lorient, la ville, elle s'appelle Lorient. DZ, ça veut dire Douarnenez. Allez, on sort les drapeaux à chaque événement sportif possible. Ouais. C'est pas moi qui ai inventé cette blague. Hein. Là, je reprends les blagues de Tao Kwan, mais bref. De tranquillité publique, un travail de médiation, et je le fais pas contrairement à ce que j'entends dans le débat public, par laxisme, je le fais par efficacité. Il faut que ce rôle-là de lutter contre les réseaux de la criminalité organisée, il soit fait avec des effectifs dont le travail est de remonter des réseaux. Et c'est là où je vous parle d'un changement de doctrine nécessaire. Oui, Manuel Bompard a regardé The Wire. Ok, très bien. Ok. Arrêtons de faire croire qu'on va attaquer ces réseaux-là en chassant le bas du spectre. Il faut attaquer le haut du panier. Et pour attaquer
attaquer le haut du panier, il faut mettre les moyens dans les effectifs qui attaquent le haut du Vous panier. avez vu sûrement cette vidéo qui tourne sur les réseaux. J'imagine qu'elle a dû être tournée au printemps, où on voit Rima Hassan et Sébastien Delogu qui répondent à un passant à Marseille qui fait un selfie avec eux et qui leur dit il est à qui ce pays, elle est à qui Marseille, on représente qui? Et Sébastien Delogu qui répond en riant à la DZ. Mais franchement, vous savez C'est de la théorie du complot à ce niveau-là. DZ, ça veut dire Algérie. Voilà. ce que ça voulait dire la DZ dans cette expression, ça n'a rien à voir avec la DZ mafia. Franchement, faites attention s'il vous plaît à pas faire des. Non, parce qu'à chaque fois on nous dit que c'est de l'humour. Moi je veux bien, Non, ça n'a rien à voir. La DZ ça veut dire autre chose. Enfin, on va pas rentrer dans le détail, mais. Allez-y, la DZ ça veut dire l'Algérie. Non, attendez, oui, mais donc ça n'a rien à voir avec la DZ. Bah oui. C'est comme si moi je disais il y a des DZ dans le chat, n'hésitez pas les DZ dans le chat à dire 1, 2, 3 vive l'Algérie dans le chat. Voilà pourquoi je fais cette blague. Si je dis ça et que des gens répondent, a priori vous n'êtes pas dans la DZ Mafia. J'attends de voir s'il y a des réponses. Peut-être qu'il n'y a pas d'Algériens sur ce chat. Hein. Non, on est entre blancs. On est entre blancs, geeks, trentenaires. Il n'y a pas de DZ dans le chat. 1, 2, 3 vive l'Algérie. Merci Yastoncine, merci beaucoup. Voilà, si on est là, voilà, on est là. Let's go, vous n'êtes pas partie de la DZ Mafia, voilà. C'est aussi simple que ça. Et c'est pareil pour Delogu et Rima, c'est exactement la même chose, quoi. Je pensais qu'on était entre chouffins, j'ai eu peur. Non, ça va. Z Mafia, ça n'a rien à voir avec les réseaux de la criminalité organisée. Donc, s'il vous plaît, franchement, non, mais c'est une autre question d'ailleurs. C'est une autre question. Bah oui, mais vous me la posez en même temps, donc je me permets de vous dire. Ah non, c'est pas une autre question que les municipales. Soyons un petit peu vigilants, si vous voulez bien. C'est pas une autre question que la municipale. Soyons un petit peu vigilants. Maintenant, moi, je veux bien recevoir des leçons. Bon, du coup, a priori, soit il y a une dizaine de membres de la DZ Mafia sur ce chat, ce qui serait assez étonnant. Soit DZ veut bien dire algérien, en fait, et c'est tout. Sur la lutte contre la criminalité organisée. Mais pour l'instant, ceux qui sont au pouvoir depuis. Oh non, pas la Choufin Mafia. Qui se bat avec des katanas. Et qui dit oh, on en a gros. Oh non, pas la Choufin Mafia, pitié. Et trafique quoi la Choufin Mafia? Quelle drogue? De la chouffe. Trafic d'alcool frelaté. Trafic d'alcool. Des années la et CF des années. Mafia, ouais. Ça trafique de l'alcool. Ça fait des combats de chevaliers dans les rues de Marseille. Ah non, quel enfer. De l'hydromel, ouais, tout à fait. Sont aussi comptables de la situation actuelle. Donc pardonnez-moi. Mais que ce soit la DZ Mafia ou la DZ tout court, ça vous paraît normal quand on demande à quelqu'un sur les réseaux sociaux et qui sont des vidéos privées ou personnelles. Franchement, c'est pas comme ça que je fais de la politique. Moi, je fais de la politique avec des propositions politiques. Et on est face à un fléau qui est celui de la criminalité. Oui, mais ça me frappe quand même, Manuel Bompard, qu'à chaque fois qu'on pose ce genre de questions. J'ai vu qu'il y a 2 jours, Éric Coquerel était interrogé sur les remarques homophobes de Sophia Chikirou sur les tafioles de merde, et il a répondu que c'était de l'humour. Vous avez beaucoup d'humour. Non, mais c'est pas de l'humour et c'est pas drôle. Mais en l'occurrence, c'était un message privé, si j'ai bien compris. Je ne sais même pas si. Donc on a le droit de penser ça à titre privé, mais par contre on ne doit pas le dire en public. Non, je pense qu'elle ne pense pas à ça à titre privé. Mais franchement, Apolline de Malherbe, vous pouvez me faire la série si vous voulez, des messages volés, des messages privés, si c'est votre manière de faire de la politique. Mais pardon, non. Moi je considère. C'est vrai que c'est un peu coup sous la ceinture. Hein. Après, entre nous, on aurait vu un message de quelqu'un de droite dire ta fiole de merde. Nous, la gauche, on s'en serait emparé. On aurait dit c'est l'homophobe. On l'aurait fait si c'était l'autre camp. On peut pas dire le contraire. Oui, imaginez. Valérie Pécresse. Je prends Valérie Pécresse au pif, parce qu'elle est conseillère d'Île-de-France. Non, je vais prendre un homme, sinon c'est en mode genre les femmes. Non, c'est pas une histoire de femmes. Imaginons un homme de droite, n'importe qui. Édouard Philippe. Édouard Philippe, on voit. Il a dit ta fiole de merde dans un message. Bon, nous, on serait en mode, on aurait traqué de fou avec ça. Normal. De l'autre côté, ils font pareil. Hein. C'est un peu le jeu. Que notre pays aujourd'hui il est confronté à des difficultés majeures et je me permets d'imaginer une vision de la politique dans laquelle on peut essayer d'y apporter des réponses. Oui, Bompard se défend comme il peut, hein. Évidemment. Je veux dire que nos adversaires utilisent ça, c'est pas étonnant, c'est ça que je voulais dire. Tous d'accord après. J'adorerais. C'est ce que je fais. C'est ce que j'essaye de faire. On va y passer au budget, mais j'en profite. Vous savez quoi? Que je trouve assez ridicule. Que Chikirou défend un programme pro-LGBT et pas Édouard Philippe. Oui, non, mais je pense pas que Chikirou soit homophobe à proprement parler, mais je pense qu'elle aurait mieux fait de jamais écrire ce message, quoi. Normalement, il y a eu 2-3 petits trucs. Apparemment, parfois, avec ses collaborateurs, elle est un peu redue, quoi. Voilà, moi c'est ça que je lui reproche plus qu'autre chose. Je pense pas qu'elle soit homophobe, ou en tout cas elle ne défend pas de politique homophobe, évidemment. Mais bon, s'il n'y avait pas eu ce message, moi ça m'aurait arrangé, quoi. Voilà. Je préférerais poser cette question directement à Sophia Chikirou. Mais il se trouve que vous aurez peut-être remarqué qu'elle n'a répondu à aucune interview en direct depuis des années. Salut Ribo, j'espère que tu vas bien. J'ai vu ton TikTok sur la présentation du manager qui bosse 20 fois plus qu'un salarié. Oui, je me suis senti concerné car je vis en ce moment une direction et du management toxique. Ah, tu dis ça parce qu'on parle de Sophia Chikirou?
Non, pardon, c'est pas drôle de dire ça. Donc merci d'en avoir parlé. Bah écoute, de rien, moi j'essaye de parler aussi un petit peu de ces sujets-là. Là on a maté une vidéo, ça là-bas c'était dans la vidéo de Lumi et Maudit, leur dernière émission pour Blast qui s'appelle La Débauche. Donc si t'as pas... Hop là, attendez. Si t'as pas vu la vidéo, bah, moi je te conseille d'aller voir cette vidéo parce que ça parle du rapport au travail et du management et tout ça. Attendez, je vais juste te mettre le lien. Parce que peut-être que t'as juste vu le TikTok sans voir la vidéo originale. Voilà, c'est cette vidéo. Est-ce que votre travail est utile? Ça venait de cette vidéo-là. Donc moi, j'en aurais pas parlé. Et l'extrait, c'est elles qui les ont trouvés, quoi. Donc je t'envoie le lien de la vidéo. Si tu l'as pas vu, que tu as juste vu mon TikTok, ça pourrait t'intéresser, du coup. Voilà. Hop là. Allez, on reprend. C'est clair que si votre... C'est quoi sa question, genre? Elle fait jamais d'interview, Chikirou Ouais. Ouais. C'est ce que j'essaye de faire. On va y passer au budget, Et je mais vais pas j'en passer mon profite. temps à commenter Vous savez des quoi? polémiques que je trouve assez ridicules. Je préférerais poser cette question directement à Sophia Chikirou. Mais il se trouve que vous aurez peut-être remarqué qu'elle n'a répondu à aucune interview en direct depuis des années. C'est clair que si votre volonté c'est de l'inviter pour lui poser des questions sur des messages privés, j'aurais plein de questions à lui poser. Et je pense que tous mes confrères aussi, elle n'a répondu à aucune. Je pense que ce serait peut-être mieux de lui poser. C'est vrai qu'elle fait pas d'interview, Chikirou. Vous avez déjà vu une interview de Chikirou? Elle est jamais sur une matinale radio, jamais à la télé. Hein. Et c'est vrai que du coup, se présenter à la mairie de Paris, alors que t'as un profil où tu ne donnes aucune interview, à un moment donné, elle va bien devoir y aller, quoi, pendant les municipales. Non? Elle est privée de médias? Non, je pense que c'est elle qui est stratégie de pas y aller. Hein. Elle fait bien, ça sert à rien. Ouais, mais si elle se présente au municipal de Paris, elle va bien devoir faire au moins une matinale radio à un moment donné, quoi. Non? Des questions sur ce qu'elle aspire à faire pour Paris, aucune par exemple, interview et à ce que nous, on aspire à faire aux élections municipales. Chikirou, c'est une meuf de la France Insoumise. Avant d'être candidate au municipal, c'était pareil. Aucune interview. Elle fait ce qu'elle veut, c'est ça votre vision de la démocratie. Chikirou, c'est pareil, c'est pas un cadeau pour LFI, je comprends pas pourquoi ils l'ont investi. Je parlerai pas de ces questions-là. Et de l'échange. Je suis en face de vous, Apolline de Malherbe. Oui, mais Sophia Chikirou, elle est quand même candidate pour la mairie de Paris. J'ai l'impression que vous êtes déçu que ça soit... Je parle pas de tout ça, moi. Ce Joker. Je parle pas de Chikirou. Moi, et pas Sophia Chikirou. Je suis ravi de vous recevoir, Manuel Bompard, comme à chaque fois. Mais n'hésitez pas à le lui dire. Il y a des gens qui m'ont bloqué il y a 1 an et demi parce qu'une fois j'ai dit Chikirou elle a fait du management toxique par le passé et après ça m'a bloqué, ça m'a traité pendant 1 an de raciste sur tous les chats Twitch. Donc moi je ne parle plus de Chikirou, allez vous faire foutre. En tout cas, je trouverais normal effectivement qu'il y ait des échanges démocratiques. Madame Apolline de Malherbe, les échanges démocratiques, ils se font à travers des élections, ils se font à travers des campagnes, ils se font à travers des contacts avec les citoyennes et les citoyens. Je parle de ça, c'est une personne, hein. C'est une personne un peu zinzin, mais bref, peu importe. Non, force à Chikirou, j'espère qu'elle va gagner à Paris. Et ensuite, certains répondent à des interviews, d'autres préfèrent avoir une autre forme de débat avec directement les citoyennes et les citoyens. Vous inquiétez pas, Sophia Chikirou, elle aura des réunions publiques, elle aura des meetings, elle fait des conférences de presse, elle en a d'ailleurs fait une pour présenter sa campagne et vos journalistes de BFM y étaient et ont pu lui poser toutes les questions qu'ils voulaient lui poser. Mais qu'elle n'hésite pas en tout cas, des questions en direct sur des plateaux de télévision. Vous avez très envie de la recevoir et je lui passerai donc le message que vous avez très envie de la recevoir. Maintenant, je pense que si vous la recevez, j'espère que vous la recevrez pour parler plutôt de son programme plutôt que des polémiques qui sont quand même assez ridicule. Je pense qu'elle ne me demandera pas la liste des questions avant. Oui, bon, on s'en bat les couilles, avancez là, vous voulez pas parler du fond là? Oh là là, trop chiant. La liste des questions avant. Et si vous l'aviez fait, vous saviez bien que j'aurais jamais... Arrêtez de vous disputer. Non, je plaisante. Un peu insupportable, hein, Apolline de Malherbe sur toutes ces séquences, ça c'est clair. C'est ridicule. Je pense qu'elle ne me demandera pas la liste des questions avant. Mais est-ce que moi, je vous demande la liste des questions avant? Et si vous l'aviez fait, vous saviez bien que j'aurais jamais accepté. Je réponds à vos questions, mais j'ai le droit de considérer que quand vous invitez un responsable politique ou un parlementaire, c'est plutôt pour discuter avec lui des propositions qu'il a à faire pour le pays que des polémiques que je trouve assez ridicules. Personne n'en veut. Ça, c'est Il a été rejeté. Changement de... Ah oui, parlons du budget, tiens. Allez, on parle du budget plutôt? C'est à la quasi-unanimité. Il y a un député qui a voté pour le volet recettes. Maintenant, on fait quoi? On base budget définitivement. 404 voix contre le budget, 1 voix pour. C'est la preuve que personne ne veut effectivement. On a parlé un petit peu du budget juste avant. Hein. Si vous regardez ça en VOD YouTube, il y a une VOD qui doit traîner là, il n'y a pas longtemps où justement on a parlé de ça. Et pour cause, c'est un budget qui est un budget de maltraitance sociale absolue. Ce serait un désastre économique, ça va plonger le pays dans une récession économique dont il aura beaucoup de mal à se remettre. C'est un budget d'irresponsabilité écologique. Aujourd'hui, malheureusement, la COP a donné des résultats désastreux, mais tout le monde sait que le grand défi du siècle, c'est la transition écologique, et on ne fait rien sur ce sujet. Ce sujet n'existe même pas. Est-ce qu'il vaut mieux pas de budget? Est-ce qu'il vaut mieux pas de budget qu'un mauvais budget? Oui. Qu'un mauvais budget. Il y aura pas de budget. Oui, parce qu'il y a la loi spéciale de reconduction du budget de l'année 2025 pour 2026, et après tu peux reporter à plus tard les discussions budgétaires. On l'a vu juste avant.
que si à la fin on bat ce budget, il y aura un minima ce qu'on appelle une loi spéciale, et cette loi spéciale, elle permettra pour l'année prochaine d'avoir les mêmes lignes budgétaires que le budget de l'année dernière, jusqu'à ce qu'on puisse discuter d'un nouveau budget. Sébastien Lecornu avait promis de ne pas utiliser le 49.3. Est-ce qu'il faut qu'il en reste là ? Certains disent bah oui, mais au moins ça permettrait qu'il y ait un budget. Non, pas question. Pas question vous redoutez ça, vous vous demandez si ça revient là ? Je sens bien, je vois bien la petite musique revenir de ceux qui, y compris, j'ai vu des députés socialistes qui, après avoir considéré que c'était une grande victoire d'avoir obtenu le renoncement au 49.3, maintenant demandent à ce que le 49.3 revienne. Il y en a qui l'ont dit, hein. Il y en a qui ont dit bon, autant faire un 49.3, sans ça va être possible. Je pense que ceux au PS qui sont pour un 49.3, ça serait peut-être aussi pour se sauver la mise, en mode oh, regardez, ils font un 49.3, ils avaient dit qu'ils feraient pas de 49.3 face à ce scandale démocratique, nous allons voter la censure du gouvernement. Ah, nous, on laissera pas passer un 49.3, on l'avait dit. Regardez, on a trahi personne, lol. À la limite, ils pourraient faire ça. Je pense que les socialistes qui demandent un 49.3, c'est pas pour que le budget passe, c'est plus pour pouvoir voter la censure en disant oh non, ils nous ont trahis, c'est eux les méchants. Je pense qu'il y a un peu cette idée-là, peut-être. Je ne sais pas. Là, c'est dur de voir, c'est dur de sentir l'avenir, en vrai. Un petit peu de cohérence politique. Mais attendez, moi, j'esquive pas la question. Mon objectif, c'est de battre le budget. Mon objectif, c'est de renverser le gouvernement. Parce qu'il n'y aura... Mon objectif, c'est de faire démissionner Manu Max. Dis-le Pas d'avenir différent pour notre pays avec la Macronie au pouvoir. Et d'ailleurs, ce qu'on observe avec ce résultat du vote sur le budget, c'est que la Macronie est incapable aujourd'hui d'avoir un budget qui a une cohérence politique. Et on a besoin d'avoir un budget Vous allez qui a donc déposer à nouveau une motion de censure ? Je pense qu'il y aura une motion de censure, oui, mais après, je sais pas encore quels sont les outils que va utiliser le gouvernement. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si le gouvernement essaye de passer en force son budget, que ce soit par 49.3, par ordonnance ou via une commission mixte paritaire inique, que ce soit par ordonnance, alors évidemment nous déposerons une motion de censure puisque c'est le seul outil dont on disposera alors pour empêcher ce budget de voir le jour. Et c'est pour protéger les gens, parce que dans ce budget, c'est un effort qui repose essentiellement d'ailleurs sur les catégories les plus pauvres. Quand vous voyez que dans ce budget, on en a déjà parlé, il y a la division par 2 de la prime de Noël pour les allocataires du RSA, des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté et à qui on va dire c'est à vous de faire des efforts, mais que dans le même temps on refuse une taxe Zuckman pour que les plus riches payent 2% d'impôts, c'est pas 40% de toute façon, d'impôts. Tout ça est retombé aux oubliettes, hein, puisque oui, mais ça n'a pas été voté. Tout à fait. Vu que ça n'a pas été voté le budget, là, en gros, le volet recettes a été voté contre à la quasi-unanimité. Donc du coup, ils n'ont même pas analysé le volet dépenses. Et le budget, le projet de loi de finances, pour être précis, est parti au Sénat dans sa version initiale. Donc tout le travail parlementaire d'amendement, de compromis entre le PS et la Macronie, tout ça, à la poubelle. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Bravo, super. C'est justement le problème, parce que si vous mettez pas davantage à contribution les plus riches, les multinationales, les grandes entreprises, à la fin, si vous voulez équilibrer votre budget, vous faites payer les gens. Et moi, je suis pas d'accord pour qu'on fasse payer les gens. Est-ce que vous préféreriez que Emmanuel Macron se résolve à dissoudre ? Moi, ce que je préférais, c'est qu'Emmanuel Macron se résolve à partir. Démissionner. Donc là, c'est le même débat qu'il y a 1 mois et demi, là, je sais plus quand, en septembre. Alors, ça serait quoi le mieux ? Une dissolution ou une démission ? Parce que force est de constater qu'effectivement, avec cette législature-là, avec cette assemblée-là, ça mène nulle part. On le voit, on a eu 1 an et demi pour le comprendre et le vivre en direct. Donc effectivement, c'est dissolution ou démission maintenant, l'un de l'autre. Et vous le savez, la France Insoumise, ou explosion éventuellement, mais dans ce cadre-là, la France Insoumise est pour la démission d'Emmanuel Macron, qui serait à même de régler la solution plus en profondeur qu'une dissolution qui pourrait simplement maintenir ce statu quo de la tripartition où la France est ingouvernable, quoi. Donc eux, ils sont pour aller au fond des choses, pour la démission d'Emmanuel Macron, sachant qu'en cas de présidentielle anticipée, ils se disent nous on peut envoyer le rouleau compresseur Mélenchon, on est prêt, plus que les autres. Voilà. C'est un peu les deux. Ils ont un intérêt stratégique à vouloir une démission parce que en cas de présidentielle anticipée, ils sont prêts. Et ils ont aussi, d'un point de vue démocratique, ça serait effectivement plus logique d'aller jusqu'à la démission du président de la République parce que tout ce blocage institutionnel, toute cette crise de régime, c'est de la faute de Macron et personne d'autre. Ils cherchent un responsable, ils l'ont devant eux. Qu'ils viennent le chercher, disait Emmanuel Macron il y a déjà bien longtemps. Et LFI l'a pris au pied de la lettre. Démissionne, frérot, démissionne. Que je pense que c'est lui qui est responsable de cette situation et que évidemment tout le monde l'a vu, la dissolution on l'a déjà expérimenté l'année dernière, elle n'a pas produit une situation qui permet au pays de choisir clairement le cap qu'il a envie de prendre. Et donc je pense clairement le cap. Attends. Cap. De quoi ? Qui permet au pays de choisir clairement le cap. Clairement le cap. Le point mou. Faut un cap clair. On va pas refaire la NUPES.
Je suis en tête à gauche, donc voilà mes conditions. Elle doit être remplie. Doug Whistle Glucksmannien. Bon, pas roule pour Glucksmann. Clairement le cap. Oui, il faut un cap clair. Qu'il a envie de prendre. Et donc je pense que pour ça, on a besoin du départ du président de la République. Salut Kali, comment ça va? Maintenant que Glucksmann est out, ça reprend ses meilleurs éléments de langage. Exactement. Ah, cool. On va pouvoir parler comme Glucksmann. C'est-à-dire qu'on va parler comme... Ouais, non, il y a un élément de langage à reprendre, c'est tout. Hein. C'est le cap clair. Ça va et toi? Ça va très bien. Un peu fatigué en ce moment. Là, je vais prendre des vacances d'ici 3 semaines, quelque chose comme ça en décembre. Sauf si y a des dingueries politiques liées à l'Assemblée nationale. Quoi. N'hésitez pas à offrir un sub à Kali dans le chat. Il est là. Il est tout nu dans le chat. Enfin, il est pas tout nu, il a son truc partenaire, mais c'est tout. Quoi. N'hésitez pas à lui offrir un sub. On va pas reprendre les éléments de langage de la NUPES. LFI est en tête à gauche. Donc voilà nos conditions. Mais oui, il est un peu out, Glucksmann. Moi, j'en ai parlé il y a pas longtemps, mais c'est dommage parce que moi, je voulais qu'il soit candidat à la présidentielle pour pouvoir travailler une imitation de Glucksmann. Et j'avais déjà des petits trucs, quoi. J'avais le point mou. Je parle avec un point levé, mais mou. J'avais des petites choses. Je commençais à m'entraîner. Je commençais à avoir un début de Glucksmann. Il va être éjecté comme une merde parce qu'il est trop mauvais. Bon, bah, tant mieux. Tant mieux. Oh, d'ailleurs, je vous ai pas montré ma miniature de la... Je vous ai pas montré ma miniature sur la chaîne de replay, là. Attendez, c'est où? Bougez pas. J'ai fait peut-être ma meilleure minia de la chaîne de VOD. Les minias sont pas hyper soignés de manière générale parce que bah, j'ai genre... regardez le nombre de miniatures que j'ai fait en 2 mois. Parce que du coup, je mets tout en replay. Donc là, vous voyez... Attendez, hop, 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 j'aime pas ça. Il n'y a pas des... J'aime pas quand on voit les trucs de mon bureau. Il n'y a pas d'infos ou quoi? Non, c'est bon. On peut y aller. Ah, c'est toutes les miniatures que j'ai faites. 90 miniatures en 2 mois, donc c'est long. Donc mes miniatures souvent sont pas très très soignées, vous voyez. Je sais pas, je prends la dernière par exemple là. J'ai juste mis Giorgia Meloni. J'ai 30 ribots découpés différents. Je le mets là, clac clac. Je mets Meloni, je mets un titre et basta quoi. Comme ça je les fais rapidement. Ouais, c'est horrible. Faire les miniatures, ça prend un temps fou. Donc moi vraiment, je l'ai fait de manière industrielle où c'est tout le temps pareil, tu vois. C'est vraiment tout le temps les mêmes miniatures. Quand tu regardes, je me fais pas trop chier quoi. C'est vraiment tout le temps pareil. Ce qui fait que c'est pas trop long. Sans ça, ça prend un temps fou quoi. Voilà. Mais donc ma meilleure miniature peut-être jusque-là, la seule où cette fois-ci j'ai fait un effort, j'ai fait vraiment du Photoshop, c'est celle-ci. Celle-là je l'aime bien pour le coup. Celle-là je trouve qu'elle est réussie parce que j'ai repris le mème de Andy qui laisse tomber Woody et j'ai mis la tête de Glucksmann dessus. Puis il a vraiment l'air d'un petit pantin avec sa tête comme ça toute figée. Donc là je suis content de cette miniature. Là j'avais une idée, je me suis dit ok, j'ai pris un peu plus de temps dessus, je me suis dit worth it. Là j'ai une idée, c'est un peu marrant quoi. Voilà. Donc je suis content de cette miniature. D'habitude je fais pas cet effort là. Voilà. Là typiquement débat Glucksmann Zemmour, je mets Glucksmann, un titre et basta, je me fais pas trop chier. Mais là je me suis dit ça m'arrive de temps en temps d'avoir une idée, faire une vraie miniature. J'en ai fait une qui était sympa aussi à l'ancienne. Là j'aimais bien. Voilà, parfois j'ai des petites idées de mèmes et des trucs, mais sans ça je les fais à l'arrache, toujours le même mode opératoire on va dire. Comme ça je prends 10 minutes max. Mais 10 minutes max, j'en ai déjà fait 90 des miniatures. Hein, donc j'ai déjà passé 900 minutes en 2 mois à faire des milliards, donc ça prend quand même du temps. Hein. Voilà. Mais bon, worth it. Du coup, pourquoi je parlais de ça? Ouais, il faut un cap clair. On va pas refaire la NUPES. Voilà, c'est pour ça. Et d'une élection présidentielle anticipée. On gagnerait du temps parce que sinon, ce qui va se passer, vous le savez comme moi, c'est que pendant 16 mois, jusqu'à la prochaine élection présidentielle, en fait, on va rien faire. Tout va être sur pause. Et on va perdre du temps. Et on va perdre du temps alors qu'on n'a pas de temps à perdre. Parce que quand vous regardez l'évolution du monde depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir en 2017, on a déjà perdu J'allais y beaucoup venir de à temps. l'évolution du monde. François Hollande parle d'un danger Si tu prends ça à travers l'écologie déjà. Alors après, la crise écologique, elle s'est accentuée ces dernières années, mais ça prend racine tellement sur le temps long que c'est encore un peu différent. Il suffit de regarder la montée de l'extrême droite, par exemple. Quand on regarde la montée du péril fasciste, du péril brun, la montée du nationalisme et de l'extrême droite à l'échelle de l'Europe, quand tu compares 2016 au moment de la campagne des présidentielles, ou même 2017, au moment où Macron est arrivé au pouvoir, et 2027 quand il sera plus au pouvoir enfin, sauf s'il démissionne avant, mais ça m'étonnerait. Waouh. L'extrême droite a vraiment monté très, 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 très fort. Et en plus, Macron, qui s'est présenté comme le rempart à l'extrême droite, dans un peu l'urgence de sa réélection, ce sur quoi il s'est fait réélire, c'est combattre l'extrême droite, normalement. Vous voyez ? Et donc, on regarde comment l'extrême droite a progressé en l'espace de 10 ans. Oui, effectivement, on est en train de perdre du temps. 1 an et demi de Macron en plus. Ça va être 1 an et demi en plus à ne pas se battre contre l'extrême droite et éventuellement les faire redescendre avec une vraie politique qui sera même de changer la vie des travailleurs en France. Et donc, du coup, faire dégrossir l'extrême droite avec une contre-proposition de classe, quoi. Antiraciste et de classe, qui serait à même de faire dégonfler l'extrême droite, quoi. Mais tant qu'on n'aura pas fait ça, l'extrême droite va continuer probablement à monter, à grimper inlassablement. Donc c'est pas impossible de faire dégonfler l'extrême droite, mais il y a une condition,
enfin 2 conditions, on va dire, pour dégonfler l'extrême droite. Premièrement, avoir un cap clair, on y revient. Avoir un cap clair et avoir une politique, une contre-proposition à même de... une contre-proposition par rapport au projet de l'extrême droite et pouvoir mettre en œuvre un minimum cette contre-proposition à travers des politiques et des politiques publiques, typiquement si LFI arrive au pouvoir. Et là, peut-être qu'enfin, ça pourrait finir par faire dégonfler l'extrême droite. Je veux dire, tant qu'on n'en est pas là, je ne vois pas de manière de faire dégonfler l'extrême droite en France et en Europe, quoi. Donc effectivement, chaque minute, chaque journée de Macron en plus est une journée où l'extrême droite continue de grimper parce qu'on ne peut pas faire une politique à même de dégonfler l'extrême droite, quoi. Voilà. Majeur d'un risque de guerre. Et quand je dis à même de faire dégonfler l'extrême droite, c'est pas interdire l'extrême droite et les bannir de tous les médias, même si moi je serais pour. Mais déjà faire une politique qui améliore la vie des travailleurs et des Français précaires. Et voilà quoi, en disant bah regardez, quand on fait une politique de gauche au service des travailleurs contre la bourgeoisie possédante, ça améliore vos vies. Alors qu'est-ce que vous en battez les couilles de vos TRN là, bande de petits racistes de merde. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Le chef d'état-major des armées a dit qu'il fallait qu'en France, on aille vers l'idée d'accepter de perdre ses enfants. Ça, j'ai pas du tout suivi, mais... Le chef d'état-major dit ça ? Accepter de perdre ses enfants ? Non, c'est bon. On s'est pas tapé plusieurs guerres mondiales, on s'est pas tapé des millions de morts dans les tranchées, des gens qui sont morts dans la boue, à s'entretuer entre eux, des frères travailleurs français et allemands morts pour rien. Mendes France disait on croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels. Genre, il y a eu la première guerre mondiale. Genre, la première guerre mondiale, c'est des millions de morts pour rien. Des millions de morts parce que l'impérialisme en phase finale était pas en phase finale, mais l'impérialisme, stade ultime du capitalisme, n'est-ce pas, était en manque de pays à coloniser. Et ça a commencé à bim. Non, c'est Anatole France, pardon. Oh, j'ai dit n'importe quoi. Anatole France. Qu'est-ce que je voulais dire ? Bon bref, la Première Guerre mondiale, c'est une boucherie pour rien, quoi. C'est une boucherie parce que les bourgeoisies des différents pays, les différentes bourgeoisies nationales, dans l'impérialisme, ont commencé à se foutre sur la gueule entre eux parce qu'ils n'avaient plus de nouveaux marchés à créer, notamment à travers l'exploitation des pays du Sud et la colonisation. Et donc à la fin, l'impérialisme et les différentes bourgeoisies nationales dans l'impérialisme ont fini par se foutre sur la gueule entre eux et ça a fait des millions de morts pour rien. On dit souvent de morts pour la France en parlant de la figure du poilu, du soldat inconnu, mais c'est des gens morts pour rien, quoi. C'est des gens morts pour que la bourgeoisie puissent éventuellement continuer à augmenter leurs bénéfices. Je veux dire, après que la France et que l'Europe aient traversé cette espèce de traumatisme collectif de la Grande Guerre, normalement, on aurait dû se dire collectivement, plus jamais ça, plus jamais d'enfants de la France, n'est-ce pas, pour reprendre les mots de l'état-major, morts pour rien, quoi. Donc d'avoir un discours en 2025 où quelqu'un dit, enfin, pas quelqu'un, le chef de l'état-major dit il faut être prêt à perdre nos enfants pour la France. Bah non, justement. Je veux dire, le résultat de la Première Guerre mondiale, ça aurait dû être de se dire plus jamais ça, plus jamais des gens doivent mourir pour la France, entre guillemets, en réalité pour rien, pour leur bourgeoisie et leurs industriels nationaux, quoi. Voilà. Donc moi, ça me dégoûte quand je vois ça. Moi, quand je vois tous ces monuments du soldat inconnu, etc., là, ça me fait chier qu'il y ait écrit mort pour la France. À chaque fois, je me dis ils sont morts pour rien. Mais je suis quand même ému quand je vois ça, quand je vois des trucs Je suis pas ému par le nationalisme qui en émane, mais quand je vois des trucs en mode soldat inconnu, tous les monuments en mort dans toutes les villes de France, je me dis putain, c'est des millions de personnes qui sont mortes à la guerre et t'es obligé d'être un peu choqué, enfin pas choqué, mais d'être un peu ému par ça, quoi. Donc moi je les prends au sérieux ces statues et ces monuments aux morts, parce que je prends au sérieux le fait qu'il y ait des millions de Français qui sont morts dans les tranchées pour rien, quoi. Je veux dire, si tu prends au sérieux ce que la figure du soldat inconnu et du poilu représente en France, normalement, tu es censé te dire, plus jamais ça, justement, on ne doit pas perdre nos enfants à la guerre. C'est un devoir, c'est notre devoir mémoriel en tant que Français. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, je me place dans un cadre très français, même très roman national, même pas un cadre de gauche quand je dis ça, vous voyez ? Mais déjà, voilà. C'est un truc qui est tellement consensuel, cette admiration, on va dire, cet hommage à la figure du soldat inconnu, etc., du soldat mort pendant la Grande Guerre, que normalement, ça ne devrait pas passer dans un pays comme la France, un discours va-t-en-guerre où le chef de l'état-major va jusqu'à dire « Nous devons être prêts à perdre nos enfants ». Non, justement, non. Non et non. Non. Voilà. Bon bref, on va voir ce que Bompard a à en dire. Moi j'aurais dit ça, moi j'aurais dit ça face à Pauline de Malherbe. De perdre ses enfants et Emmanuel Macron s'apprête à annoncer le retour d'un service militaire volontaire, mais le plus large possible. Comment vous réagissez à tout ça ? D'abord, les propos du chef d'état-major des armées, je pense qu'ils sont très malvenus. C'est pas à lui de faire des déclarations, et en plus, ces déclarations sont très maladroites. Moi, pardon, mais je considère que notre objectif aujourd'hui, c'est pas de se préparer à perdre nos enfants. Je pense que notre objectif, ça doit être plutôt d'œuvrer et de créer les conditions de la paix et d'une paix qui soit durable. Oui. Alors après, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais le problème avec ce genre de déclaration, c'est que
parfois, c'est pas des paroles en l'air, mais c'est un peu facile à dire de dire nous devons préparer la paix. Mais il faut le rappeler. Après, sur la mise en œuvre de préparer la paix, c'est des questions qui sont pas évidentes en réalité, quoi. Voilà. Je me souviens quand j'étais au lycée, on avait eu un DM d'histoire d'enquêter sur un ancêtre qui a fait la Première Guerre mondiale. Et le prof nous avait donné ça car il savait que c'est un conflit qui a touché toutes les familles, c'est dire l'ampleur du conflit. Alors après, il y a des personnes issues de l'immigration, pour le coup, ils n'ont pas de souvenirs dans leur famille par rapport à ça. Mais oui, enfin vraiment, la Grande Guerre, on l'a pas appelé la Grande Guerre pour rien, quoi. C'est genre, le trauma que ça a laissé dans tous les pays qui y ont pris part, c'est vraiment une boucherie sans nom. C'était jamais vu une boucherie à cette échelle-là, quoi. Enfin si, peut-être à l'époque de Napoléon. Vous voyez, mais c'était vraiment la boucherie sans nom et tout le monde était concerné par ça. Tous ceux qui étaient en France, en tout cas à cette époque, ou qui étaient dans l'Empire colonial français, les tirailleurs sénégalais, etc., etc. Évidemment. Mais on peut trouver des personnes issues de l'immigration qui n'ont pas d'ancêtres à quel en parler, quoi. Oui, sympa quand t'es adopté. Non, mais c'est pour dire ça, à l'échelle de la France. Alors après, oui, mais bon. Je pense pas qu'elle avait dit ça avec un sous-entendu raciste, ta prof, quoi. C'était pour dire que voilà, pour ceux qui avaient de la famille qui étaient en France ou dans l'Empire colonial français à cette époque, normalement, c'est un sujet dans toutes ces familles-là. Voilà. Mais effectivement, il y a des familles en France qui sont actuellement en France qui n'ont rien à voir avec ça, qui sont arrivées trop récemment. Voilà. C'est vrai ce que tu dis, Ribot, dans la sauce, mais est-ce que les autres pays vont vraiment nous laisser tranquilles dans la paix ? Je suis anti-guerre, mais ça m'effraie ce qui se passe. Bah justement, c'est un peu ce que je voulais dire par rapport à la déclaration de Bompard. C'est vrai qu'une fois qu'on a dit ce qu'il faut, c'est la paix, plus jamais ça, plus jamais la guerre. Parfois, c'est un discours qui, pris dans la réalité géopolitique, etc., parfois on tire un peu à blanc quand on dit ça. Bon, très bien. Une fois qu'on a dit ça, on n'a un peu rien dit. Mais c'est quand même important de le dire. Il faut que ça soit déjà le principe de base qui guide nos réflexions géopolitiques, quoi. De se dire tout sauf la guerre. Voilà. Alors après, parfois, il y a des moments où il n'y a pas trop le choix, etc. Évidemment, moi, c'est des sujets que je connais pas par cœur. Loin de là, loin s'en faut. Mais notre boussole, déjà, en géopolitique, doit être celle-ci. En mode, la guerre, c'est ce qu'il y a de pire, pas la guerre. Voilà. Et après, voir un chemin vers la paix possible, pragmatiquement. Mais il y en a déjà, leur boussole, c'est pas ça. Ils ne partent pas du principe que chaque mort à la guerre est un mort pour rien et un mort de trop. Déjà, quand tu gardes ça comme un axiome de base sur lequel baser tes positions géopolitiques, c'est déjà une bonne base. Mais après, c'est vrai qu'une fois qu'on a dit ça, ce n'est qu'un point de départ dans les faits, de manière plus pragmatique, plus matérielle. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Mais c'est un point de départ, quoi. Un point de départ que tout le monde n'a pas. Il y a même des historiens en mode on a désensibilisé toute une génération à la violence extrême et ça a permis les accès de violence de la Seconde Guerre mondiale. Bah tout à fait, c'est même Christian Ingrao qui parle de ça. Ah lui, il parle de ça plus côté allemand que côté français, mais Christian Ingrao, qui est un pote de Chapoutot et compagnie, et de Nicolas Patin, vous connaissez probablement, il avait été invité chez Rivenzi, etc., qui est un grand auteur du nazisme, de la violence nazie, et de la violence nazie comme paroxysme de la violence de guerre, etc. Vraiment trop stylé, Christian Ingrao. Je vous conseille d'aller écouter ses podcasts, à défaut de lire ses livres, vous pouvez lire ses livres aussi. Et lui, il a vraiment étudié ça, quoi. Comment la Première Guerre mondiale a structuré l'Allemagne de l'entre-deux-guerres et le rapport à la violence, le rapport à l'émergence du nazisme se construit sur le lit de la défaite de l'Allemagne, quoi. Surtout que l'Allemagne, en plus, ils ont gardé toutes les armes qu'ils avaient avec eux. Ils sont rentrés chez eux avec des fusils et du coup, la société était hyper violente parce qu'elle sortait de 4 ans de boucherie de la Grande Guerre, quoi. Et c'est sur ce terreau-là que le nazisme et que la violence nazie est née. Tout à fait. La guerre entraîne la guerre, c'est un cercle vicieux. Et le capitalisme entraîne la guerre. Et je vais citer Jaurès comme un journaliste de l'UMA qui se respecte. Le capitalisme porte en lui la guerre, telle la nuée porte l'orage. Jean Jaurès. Bref, voilà quoi. Voilà. Et de créer les conditions de la paix et d'une paix qui soit durable. Et je ne crois pas, et je n'ai jamais cru à l'adage que pour préparer la paix, il fallait préparer la guerre. Mais pour préparer la paix, il faut préparer... C'est quoi, c'est vis pacem parabellum? C'est ça la citation en latin. Pour préparer la paix, prépare-toi à la guerre. C'est vis pacem. Je ne sais pas ce que c'est que super parabellum, un truc comme ça. C'est bien ça? Il y a pas des cagneux là? Il y a pas des gens d'Hippocagne-Cannes qui parlent couramment latin et grec ancien? Si vis pacem lorem ipsum. Non mais si vis pacem parabellum, c'est bien ça. J'ai oublié le si. Ouais, si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre. Si vis vous, pacem. Non, si vis comme vouloir, pacem la paix, parabellum se préparer à la guerre. Ouais. Merci Serge Delama pour le Prime. Allez hop là. Il dit évidemment, c'est que si nos adversaires sentent que nous ne sommes pas prêts à effectivement avoir cette grandeur d'âme, comme il dit, alors il pourrait être tenté en effet de nous envahir. Et vous avez l'impression que les propos du chef d'état-major des armées aident
dans le pays, à une prise de conscience, à un sérieux. Moi, j'ai l'impression plutôt que ça a contribué à semer une forme de Pour vous, panique. c'est l'inverse. Donc oui, je pense que c'est tout à fait contre-productif les propos qu'il a tenus. Moi, je souhaiterais plutôt que la France soit à l'avant-garde, ce qu'elle n'est pas malheureusement, des négociations de paix qui s'ouvrent entre l'Ukraine et la Russie, ou qui mettent du temps à s'ouvrir. Soyons vous les trouvez réalistes. J'ai pas suivi, mais là les Ukrainiens ils sont en train de prendre super cher diplomatiquement, enfin géopolitiquement, non? En gros, Poutine a imposé ses conditions d'un traité de paix qui serait ultra désavantageux pour l'Ukraine et Trump est en train de foutre un pressing à l'Ukraine en mode genre bon, t'acceptes Zelensky ou tu fermes ta gueule et nous on t'aide plus quoi. Donc là, c'est chaud ce qui se passe en Ukraine. J'ai pas très bien suivi, mais j'ai juste suivi ça, quoi. Trump mettait un ultimatum à l'Ukraine et à Zelensky en mode c'est soit tu capitules face à Poutine et c'est lui on fait la paix entre guillemets selon ses termes, ou alors on va te faire foutre quoi. C'est grave quand même, c'est chaud. Et encore une fois, effectivement, là, Bompard a raison, il parle de la France, mais on pourrait même parler de l'Union européenne de manière générale. Disons que l'Union européenne n'a pas pu être une puissance à même d'influer sur les négociations et sur tout ça, quoi. Diplomatiquement, l'Union européenne n'a servi à rien. Donc elle a envoyé des munitions, machin, à l'Ukraine pour qu'ils tiennent un peu la ligne face à Poutine, sans envoyer jusqu'à envoyer des troupes, sans aller jusqu'à envoyer des troupes, ok, mais d'un point de vue diplomatique, l'Europe s'est déshonorée et a montré encore une fois son impuissance, quoi. Donc l'Union européenne pour dire vous faites pas trop de déficit public, on crée un marché commun et les politiques de gauche économique, vous allez vous calmer tout de suite. L'Union européenne pour ça, parfait. Quand c'est pour avoir du poids à l'international, pour tenter de défendre les intérêts ukrainiens face à l'invasion russe en étant un acteur important dans les négociations, l'Ukraine n'existe pas, hein. Vous voyez le même avec l'espèce de doge hyper musclé et le petit doge ridicule. Et ben c'est vraiment ça l'Union européenne, c'est le doge hyper musclé quand ça parle d'imposer des politiques néolibérales à ses États membres et quand c'est pour faire entendre sa voix à l'international pour tenter d'influer sur le destin de l'Ukraine envahie. Alors là, il n'y a plus personne, ils ne servent à rien, ils sont à la botte de Donald Trump, hein. C'est grave, hein. Et même économiquement, d'un point de vue international, ils sont à la botte de Donald Trump aussi, hein. Donc voilà, ils peuvent imposer des choses à leurs États membres quand ça veut tenter, en s'appuyant sur le PIB de la zone euro qui est supérieur au PIB des États-Unis et supérieur au PIB de la Chine. Donc normalement, l'Europe économiquement devrait avoir un vrai poids et devrait pouvoir se permettre de rentrer dans des rapports de force avec Trump typiquement. Et ben même pas. L'Union européenne là-dessus, ils font que se coucher. Rien du tout, que de la merde. Diplomatiquement, leur voix, ça n'existe pas. Donc vraiment, l'Union européenne ne sert que à imposer le néolibéralisme à ses États membres. C'est uniquement ça, quoi. C'est vraiment uniquement ça. Et bah, ça pue la merde. Voilà. Moment, c'est non, je dis ça, je dis pas il faut faire l'Europe de la défense avec une armée européenne, etc. Mais juste, au moins, assumer le rôle économiquement, assumer la place que l'Europe a pour au moins, quand il faut aller un petit peu rentrer dans un rapport de force face à Donald Trump, assumer un tout petit peu, quoi. C'est pas demander grand chose. C'est pas être un européiste fédéraliste zinzin qui veut une armée européenne que de demander ça, quoi. Juste ne pas vous coucher comme des brels à chaque fois qu'il y a peut-être moyen d'influencer sur les pires décisions des pires dictateurs de la planète, quoi. Mais non, même pas. Voilà, ça va baiser les pieds de Donald Trump comme des cucks. Voilà, le mot est lâché. Bref. On voit bien que c'est des négociations qui se préparent pour l'instant entre Vladimir Poutine et Donald Trump, sans Voilà, les Ukrainiens autour de la table des sans négociations. Les Ukrainiens et sans les Français et l'Union européenne. Mise hors jeu là-dedans, bah bravo. Et dans lequel la France, l'Union européenne, qui a des intérêts à défendre dans cette histoire. Je veux dire, c'est la question de sa propre sécurité, ce sont des intérêts qu'on a à défendre dans cette histoire. On n'est même pas à la table des négociations pour pouvoir les faire valoir. Ces garanties de sécurité, elles nous impliquent, elles nous concernent. Bah oui. Le fait plus, que voilà, surtout sur l'Ukraine en particulier. L'Ukraine, c'est sur le continent européen, quoi. Genre, l'Union européenne devrait avoir plus de poids dans des négociations avec Poutine que Trump et les États-Unis, quoi. Bon, après, c'est l'OTAN, c'est que ça fait 50 ans que l'Union européenne tous les pays de l'Union européenne sont dans l'OTAN, rangés derrière les États-Unis, hyper méga super puissance militaire qui fait la pluie et le beau temps dans ce bas monde. Donc évidemment, tout ça ne sort pas de nulle part, mais qu'est-ce que tu veux faire à ce moment-là, quoi, à part fermer ta gueule et te ranger derrière Trump, ça pue la merde. Ukrainiens soient à la table des négociations, ça nous concerne, ça nous intéresse. Et c'est à cela qu'on devrait mobiliser Bien notre sûr. énergie. Une dernière question, Manuel Bompard, vous l'avez vu, l'Université de Lyon. Ok, bah là, Bompard, je trouve qu'il a été archi carré là-dessus. La plume de Malherbe ne lui a pas trop fait chier à le traiter de poutinolâtre ou quoi que ce soit. Là, ça va, hein, je trouve. Pour le coup, tout à l'heure, elle a cassé les couilles avec la DZ Mafia et Sébastien Delogu et machin bidule. Sur la question budgétaire et même sur la question de l'Ukraine, en vrai, ça va, je trouve. L'interview est plus correcte déjà. Bompard, il peut dire ce qu'il a à dire, il s'est pas fait interrompre 5000 ans et sa position passe pour une position tout à fait équilibrée. A raison. Ok, très bien, très bien. De toute façon, Bompard, il est bon en plateau télé, mais de manière générale. Mais là-dessus, ok, d'accord. Je me disais, est-ce qu'il va se faire traiter de suceur de Vladimir Poutine? Est-ce que Apolline de Malherbe allait dire vous êtes du côté russe, de toute manière, hein. Ça vous dérange pas, ça, hein. Vous aimez bien quand les Ukrainiens ils meurent, hein. Non, ça va. Il a pu dire ce qu'il avait à dire, une position équilibrée et bien. Un professeur d'histoire qui a dressé une...
pas équilibré, mais en mode une position totalement entendable par tout le monde et qui correspond à la position de LFI, qui est pas tout le temps parfaite par rapport à l'Ukraine et la Russie, moi je trouve. Mais là-dessus, voilà, dire ça, c'est bien. Une liste, je cite, de génocidaires à boycotter quoi qu'il arrive. La direction de l'établissement s'est dit consternée. Attends, de quoi ? Hop là. Nous implique, elle nous concerne. Le fait que les Ukrainiens soient à la table des négociations, ça nous concerne, ça nous intéresse. Et c'est à cela qu'on devrait mobiliser Bien notre sûr. énergie. Une dernière question, Manuel Bompard. Vous l'avez vu, l'université Lyon 2, un professeur d'histoire, qui a dressé une liste, je cite, de génocidaires à boycotter quoi qu'il arrive. La direction de l'établissement s'est dit consternée, condamne les propos de l'enseignant. Est-ce que vous les condamnez également ? Moi, j'ai rien suivi. Ça, c'est le genre d'affaire où quand c'est Apolline de Malherbe qui résume ça en une phrase avant de poser la question à un homme politique de gauche, de LFI en particulier, j'ai pas envie de faire confiance exactement en sa version. Enfin, je dis pas qu'elle ment, mais c'est qu'une petite partie de l'histoire. C'est le genre de truc, quand t'as pas entendu parler, c'est dur de débunker, vous voyez ce que je veux dire ? Après, je sais pas, peut-être qu'il s'est passé une dinguerie, peut-être pas. En fait, j'en sais rien et je pense que l'histoire est plus complexe que cette simple question laisse penser, quoi. Mais c'est pas des propos, c'est si j'ai bien compris, une publication liste. sur les réseaux sociaux dans lequel il Bah a... oui, parce que dit comme ça, normalement, être contre les génocidaires, ça paraît logique, quoi. Après, ça dépend qui met derrière les génocidaires, c'est toujours pareil, quoi. Mais j'imagine que c'était pour boycotter des entreprises israéliennes par rapport au génocide à Gaza, quoi. Donc c'est juste que comme le terme, ça a été juste les génocidaires, je sais pas, ça passe pour de l'antisémitisme. Je sais pas. indiquer une série de personnes dont il considère que les positions sont des positions de Il faut les soutien boycotter. au Il fait une liste. gouvernement. Et alors, on Oui, mais en mode liste de boycott comme BDS, oui, qui existe depuis 30 ans, 20 ans, je sais plus exactement, quoi. Bon. n'a pas le droit de dire qu'il y a des gens dont on considère que les positions qu'ils défendent dans les médias, Donc pour vous, il n'y a on pas n'a de pas envie problème de les avec cette entendre ou liste. pas envie de les écouter. Il y a pas de Moi, problème. j'aurais pas fait de liste personnellement, mais je suis quand même un peu stupéfait. On a quand même le droit de dire que quand des gens défendent un gouvernement, qui est le gouvernement de Monsieur Netanyahou, qui est accusé, je veux le dire quand même, de génocide, après avoir dit pendant des mois et des Non, mois... il n'est pas accusé de génocide. Enfin bon, on va pas rouvrir Ah, encore si, ce madame, il débat. est Il est accusé de génocide. Pas accusé, ça serait plus mis en examen, non, je sais pas. Enfin, il est accusé par certains de génocide, mais il n'y a pas Oui, une comme la unanimité. Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice, parce que c'est pas rien quand même. Hein. Certains. Tu sais, comme si c'était 3 twittos énervés qui accusaient de génocide, c'est pas juste ça, quoi. Je veux dire, ça fait quand même un petit moment qu'on a résolu le problème de l'utilisation du terme génocide à Gaza, quoi. Genre. Mais encore, tu vois, Amnesty International, l'ONU, c'est des... non, pas l'ONU, mais Amnesty International, c'est une ONG, il pourrait dire ça à certaines ONG tiers-mondistes. Même l'ONU, il pourrait dire, ouais, l'ONU, c'est que les pays du Sud, ils sont tous antisémites ou je ne sais quoi. Mais là, on parle carrément de la Cour pénale internationale et de la CIJ, quoi. Enfin, c'est devenu quand même hyper consensuel de qualifier de génocide ce qui se passe à Gaza, pitié, quoi. À considérer que c'est génocide. Mais on peut rouvrir cette question. En tout cas, quand on est peut la Non, mais il n'y a professeur pas à rouvrir cette question. Cette question, elle est vite répondue, elle a été répondue, point, quoi. C'est bon, stop avec ça, j'en ai marre. d'histoire, Alors, Et aujourd'hui, moi je dis pour- ça, j'ai pris plus de temps que certains à gauche à dire oui, non, c'est bon, moi c'est bon, j'utilise génocide sans sourciller parce que voilà, il y en a au bout de 2 jours, ils ont déjà utilisé le terme. Moi j'ai attendu un peu, j'ai fait mon journaliste qui essaye de bien être sûr de ce que je dis, etc. etc. Bah, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu Onibako à la base, on débattait de ça. Est-ce que c'est pertinent de dire génocide pour ce qui se passe à Gaza? Mais c'était genre 2 semaines après le 7 octobre, quoi. Mais au final, voilà, je veux dire, moi je l'ai pas dit jour 1, j'ai attendu un tout petit peu pour être sûr de savoir de quoi je parlais et de pas sortir des paroles en l'air avec des mots qui sont quand même lourds de sens. Mais genre, on a dépassé le stade du débat là-dessus, mais il y a 2 ans déjà, quoi. vous, on peut Pas faire 2 ans, mais il y a 1 an et demi au moins, quoi. cette liste. Mais madame, Il n'y a pas de d'abord, problème. vous pouvez nuancer les choses si vous voulez, mais il y a bien un arrêté de la Cour internationale de justice qui date Qui d'il y parle a d'un risque. 1 an et demi, Voilà. qui parle d'un risque de génocide. Voilà, c'est bien Et ce il y que a je bien disais. des C'est mandats, arrêté. madame, il y a bien des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale qui ont été... Non mais attendez, Voilà, à ce moment-là, si on peut dire qu'il y a un risque de génocide, on peut dire que la politique est génocidaire. Une politique génocidaire peut ne pas amener un génocide à son terme si la politique est contrecarrée d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, il y a quand même des velléités génocidaires au sein du gouvernement israélien, assumées de la part de ceux qui sont le plus à droite du Parlement, là, les Ben Gvir et les Smotrich. Déjà, premièrement, ils l'assument très clairement. Et deuxièmement, voilà, tu peux parler de politique génocidaire. On espère qu'il n'ira pas à son terme. D'où le risque. Il y a un risque de génocide. Bah, pour moi, risque de génocide. Pour moi, personnellement, c'est suffisant pour qualifier le gouvernement Netanyahou de génocidaire. Hein. Pour moi, il n'y a aucun souci avec ça. Hein. Non, mais vous le savez très bien. balayez ça d'un revers Moi, de je la veux main bien. si vous voulez. Vous savez ce que Non, c'est non, des non, mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre ou crimes contre Parfaitement, l'humanité. non, parfaitement, Bon. parfaitement. Je dis juste qu'il n'est pas. Et madame, Quand depuis risque de génocide ne veut pas dire qu'on depuis est des mois et des accusé. mois sur tous les médias en France, excusez-moi de vous le dire quand même. Est-ce que ça veut dire On que nous a ces dit- gens-là sont attendez, des génocidaires pour vous attendez. Ah, laisse-le parler là. Wow. Attendez, il a Est-ce pas- que ça veut dire que pour vous, Mais par c'est qui exemple, dire ces gens-là? Qui est accusé?
dans cette histoire? C'est ça la question. Moi, je ne L'animateur Arthur Non, est un je ne génocidaire. dirais pas ça, mais je dirais par contre qu'ils ont pris des positions politiques de soutien à un gouvernement D'accord. qui est un gouvernement qui commet un génocide. Donc il je ne suis pas d'accord avec Constitue le une fait liste que ces de gens-là, génocidaires. je ne suis pas d'accord avec ça. J'aurais dit dire que une liste de soutien des génocidaires. Oh, c'est vraiment tortillé du cul pour pas grand-chose, quoi. Je ne suis pas d'accord avec ça, puisque moi je ne considère pas que les gens qui soutiennent un gouvernement qui commet Sont des crimes eux-mêmes. contre l'humanité le sont Après, si eux. on veut vraiment faire le tortilleur de cul sur l'utilisation précise et factuelle des termes et éviter des machins bidules, moi j'ai un côté un peu comme ça. Ceux qui sont depuis longtemps sur ce live, vous savez que j'ai un côté où parfois j'essaie d'être précautionneux sur les termes employés, y compris là-dessus, parce que parfois ça peut assez vite se barrer en couille, etc. Mais là ça va, quoi. Ça va, stop avec ça 5 minutes, quoi. Arrêtez de faire semblant de pas comprendre et chercher la moindre virgule au travers pour dire ça pourrait être mal interprété. Oui, bon, ça va, c'est un truc de boycott de personnalités qui soutiennent le gouvernement génocidaire israélien. Ça aurait peut-être été plus fin et plus juste et parfaitement juste de dire ça comme ça plutôt que de dire directement génocidaire. Stop, quoi. C'est la sémantique, c'est important. Oui, c'est important, mais c'est aussi important à un moment donné de dire ce qu'il y a à dire sur la Palestine et sur sur la politique coloniale d'Israël. Vraiment, il y a un arbitrage à faire entre être parfaitement juste dans la sémantique et dire ce qu'il y a à dire par rapport à un génocide, quoi. Et donc moi, je veux bien mettre un petit peu, on va dire ma rigueur sémantique. À un moment donné, c'est quoi le plus important entre ma rigueur sémantique et moi, je suis un peu comme ça. Hein. Entre ma rigueur sémantique et le soutien à la Palestine contre le génocide. Vraiment, c'est quoi le plus important? Quand tu fais un arbitrage entre les deux, là, actuellement, en Big 2025, normalement, la rigueur sémantique, stop avec ça 5 minutes, quoi. Stop avec ça 5 minutes. Pitié. Surtout là, c'est évidemment pour aller jeter LFI sous le bus et les traiter d'antisémites indirectement. Donc ça va, quoi. Ça va 5 minutes. Même si, encore une fois, il y a certains autres cas de figure où moi, je trouve que la rigueur sémantique, parfois, elle fait un peu défaut, quoi. Et moi, je vois des trucs qui peuvent effectivement commencer à aller du côté d'une rhétorique vaguement antisémite, etc., etc., quand on maîtrise mal les termes qu'on utilise et qu'on balance des mots à tout bout de champ sans n'importe comment. Ça existe. Et moi, ça, c'est un truc que je dénonce depuis longtemps sur ce live. Vous voyez? Mais là, dans ce cas de figure précisément, utiliser le terme génocidaire pour parler de la politique d'Israël par rapport à Gaza, ça va, arrêter de péter les couilles et de faire semblant de pas comprendre ce qui veut être dit, quoi. Ça va 5 minutes. Même en Ou responsable. alors, vraiment, ça veut dire qu'on a pu observer, suite à cette liste, des dérives antisémites ou quoi que ce soit. À ce moment-là, oui, on peut le dénoncer et on peut dire que c'est l'utilisation de certains termes qui ouvrent à certaines utilisations. Moi, je suis chaud pour débattre de ça. Mais là, on débat de rien. On prend un mot dans un truc sans même que l'histoire soit très très claire pour le balancer à la gueule de Manuel Bompard. Non, mais juste, arrêtez avec ça. Moi, ça m'insupporte. De ces crimes-là. Mais par contre, je pense qu'on a le droit de considérer que leurs positions On est sont des d'accord, positions Valentin, qui on sont est des d'accord. positions extrêmement problématiques. D'ailleurs, je vais vous faire remarquer que pendant des mois et des mois, on nous a dit, à partir du moment où il y aura la libération des otages, la guerre s'arrêtera. Et ce que j'observe, c'est que malheureusement, trop tardivement, il y a eu la libération des otages et qu'on a encore des Palestiniens innocents qui meurent aujourd'hui. Et je trouve qu'on devrait davantage parler de ça plutôt que des tweets des uns et des autres sur les réseaux sociaux. Et vous l'avez tout à dit fait. ce matin, en tout cas. Merci Très bonne Manuel réponse, Bompard, très bonne réponse, coordinateur hein. de la France Insoumise. Il a bien désamorcé Apolline de Malherbe en mode genre bah oui d'accord, moi je ne l'aurais pas dit de cette manière, j'aurais dit d'une manière un peu différente, mais en vérité on comprend très bien ce que ça signifie et là l'important c'est de dire qu'Israël stoppe ça, quoi. Pitié. Bon bah pas mal en tout cas cette prestation de Bompard, un Bompard solide comme à son habitude. C'est que le seul moment où il a été mis un tout petit peu en difficulté éventuellement c'est par rapport à Chikirou. Voilà, je pense que là, il va falloir s'habituer à ça. Hein. Que les journalistes, les Chikirou en mode genre ah ouais, Chikirou, mais regardez, elle a dit ça il y a pas si longtemps, candidate à la mairie de Paris, nanana. Là, je pense que jusqu'à la fin des municipales, sachant que les municipales n'ont même pas encore commencé, les journalistes de plateau vont sortir la carte Chikirou pour dire et alors, et ça va péter les couilles. Voilà. Bref, mais sur ça, dans bonne prestation et stylé quoi. Basé, hein, Manuel Bompard, comme à son habitude. Stylé de fou. Si vous regardez la VOD sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous ne l'êtes pas pour moi, faites-le pour Manuel Bompard. Je sais qu'il y a des insoumis qui regardent cette VOD, je le sais très bien. Et abonnez-vous.